Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Grégoire Tonna. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bonjour, on est ravi de vous avoir sur WRS. Alors vous êtes l'auteur, entre autres, du petit Mhm, quiz de la Grande Guerre. mhm, mhm. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi, quelle a été votre motivation pour écrire ce livre? Bah, c'est une bonne question. En fait, moi, je suis depuis toujours passionné par tout ce qui est histoire et notamment histoire militaire. Oui, Ça fait un moment, bon, donc je baigne là-dedans évidemment et je lis énormément de livres depuis que je suis tout petit. Et je oui, me suis aperçu qu'autour de moi, dans mon entourage, les gens, et notamment sur la Grande Guerre, et on s'approchait, c'était il y a deux, 3 ans, on s'approchait du centenaire de la Grande Guerre, oui, que mes amis, mon environnement proche, les gens, ils avaient perdu tous les repères, mais même des repères de base sur ce qu'avait été la Grande Guerre, qui est quand même un événement majeur du XXe siècle, tout à qui est la fait, oui. matrice même du XXe siècle, parce qu'au-delà de l'aspect militaire, c'est une redistribution complète des cartes, disparition des empires, etc. Enfin voilà. Et Oui, donc je me disais, mais comment comprendre, alors qu'on va rentrer dans une période de centenaire, on va évoquer la mémoire de ces événements et des hommes qui ont combattu, que oui, si on ne sait même plus les repères de base, qui était allié avec qui déclare la guerre à qui, qu'est-ce qu'a représenté réellement sur des plans humains, stratégiques, militaires, ce qu'a remplacé, ce que représentait cet événement. Donc, je me suis dit, bah, sur la Grande Guerre, il va y avoir oui, un nombre incalculable de livres qui vont sortir. C'est le cas, hein. oui, Aujourd'hui, il y a plus de 400 livres depuis le début du centenaire, 400 livres qui sont sortis sur le voilà. sujet, des grands, des petits, des beaux, des chers, des ratés, tout ce que vous voulez, voilà. Et donc Oui, moi je me suis dit, ben, prenons le contre-pied de tout ça, faisons un truc très simple, pas basique, mais très simple, voilà. facile d'accès pour le plus grand nombre, et qui permet de donner de manière en termes de lecture, le plus simple possible, donner les repères clés de compréhension. Voilà, Voilà, d'offrir, et c'est l'idée du livre, de ce petit livre, qui est un petit format, donc c'est en ça. 100 questions-réponses, de donner un petit tableau Oui, facile à ingérer pour les gens. Et avec l'idée derrière, parce que j'ai toujours ça aussi qui m'anime, c'est de dire que moi j'ai cette passion et donc j'essaie de la transmettre, avec l'idée derrière, parce que dans le livre vous avez 100 questions-réponses, mais après il y a une chronologie parce qu'il faut situer les choses dans le contexte de l'époque, etc. Et puis exactement, il y oui. a une sélection de livres, de films et puis de lieux. Donc l'idée c'est de dire aux gens, bah voilà, on vous donne des repères de Oui, base, voilà, mais sachez ça, 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 et puis l'idée c'est mais allez, si vous voulez aller plus loin, voilà les livres à lire, voilà les films à voir, et voilà les lieux à aller visiter. Je vais vous raconter une anecdote perso. oui, Je suis allé tardivement euh, sur le site de Verdun. oui, J'ai pas été étant enfant, il y a beaucoup d'enfants qui y vont avec leur classe, ça n'a pas été mon cas. J'y oui, suis allé et je peux vous dire que j'ai ressenti une émotion mais très particulière. Ce oui, lieu est très spécial. Il suffit sans savoir où vous êtes, si on vous parachutez sur cette bande de terre là du champ de bataille de Verdun, vous oui, dites ce truc n'est pas normal. Ici, il s'est passé quelque chose de pas normal. Et c'est bien le cas, puisque Verdun, il faut le savoir, même si ce n'est pas la bataille la plus sanglante de la Première Guerre mondiale, puisque c'est la bataille mhm, de la Somme, oui, Verdun, en revanche, est la plus grande confrontation de l'histoire de l'humanité. Sur une bande de terre de quelques kilomètres carrés, il n'y a jamais autant d'hommes qui se sont combattus. Voilà. oui, Donc l'idée, c'était exactement. de dire, voilà, on vous donne des repères, et puis on vous ouvre un peu vos chakras, et si vous voulez aller plus loin, voilà, allez visiter le Verdun, allez sur la Somme, allez dans les Vosges voir le mémorial du linge, etc. Il y a plein d'endroits à voir où aussi l'histoire est là, elle est cristallisée, et vous pouvez en vous promenant, parce qu'à Verdun vous marchez dans les anciennes tranchées, Oui, même voilà. si le temps a fait son ouvrage, et évidemment ça c'est un peu tout ça c'est un peu aplani, mais quand même vous marchez sur le chemin des tranchées, vous allez au fort de Vaux, au fort de Douaumont, vous allez voir l'ossuaire de Douaumont, enfin ça vous prend quand même au trip tout ça. Voilà, Oui, et bien, moi oui, j'avais envie de partager ça. oui. Voilà. Voilà, exactement. Et donc, justement, la bataille de Verdun, le bilan humain est plus que lourd, 160 000 morts français et 140 000 morts allemands, Oui, sans environ, parler parce que environ. il faut dire aussi autre chose, c'est qu'il y a une telle concentration d'artillerie, de tirs d'artillerie à Verdun dès le début de Ouais, la bataille en février 16, c'est qu'il y a énormément de corps que l'on n'a jamais retrouvés. voilà, malheureusement. Donc c'est un estimatif, hein, les chiffres sont toujours sujets à caution, etc. Même Ouais, si les journaux de marche des régiments savent que leurs pertes, etc. Mais il y a beaucoup de corps qu'on n'a jamais retrouvés. C'est pour ça que le site d'ailleurs de Verdun et d'autres sites est cristallisé d'abord parce que c'est une sépulture, ouais, parce qu'il y a encore beaucoup de corps, et puis parce qu'il y a
un danger majeur, puisqu'il y a encore beaucoup d'obus qui sont toujours là et qui représentent un danger potentiel. Donc voilà. Oui. Oui, oui, tout à fait. D'après, là, j'ai votre livre devant les yeux, là, plus de Hum. 20 millions d'obus tirés sur une bande de terre de quelques kilomètres. C'est Ouais. épouvantable. C'est un estimatif, C'est et sur la première journée de mémoire, je crois que sur le début de l'offensive allemande, je crois que c'est en une journée, ils ont tiré 1 million d'obus, environ 1 million, je crois que c'est 1 million ou 2 millions d'obus. Donc c'est un délire. La guerre de 14, en fait, c'est l'industrialisation de la guerre. C'est pour oui, c'est ça ça. qu'on atteint en fait des sommets d'horreur, Oui, parce que, après, dépassé largement par la Seconde Guerre mondiale, mais parce que là, l'industrie se met en marche. La grande majorité des tués ou des blessés, c'est pas le fruit de combats d'homme à homme, de corps à corps. non, C'est des gens qui sont volatilisés par une pluie d'obus incessante. C'est-à-dire quand vous prenez un obus de 380 sur une tranchée, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tranchée, il n'y a plus personne, il n'y a plus de corps. bien sûr. C'est voilà. En fait, c'est ça en fait la guerre de 14. C'est le début de l'ère industrielle pour la guerre. Voilà. Voilà, c'est ça, oui, tout simplement. Enfin, tout simplement, Ouais. si on peut dire, oui. Alors, tout le monde, ou presque, j'ai envie de dire, ou presque, a entendu parler du terme poilu. Le Ouais, ouais, poilu. ouais, Alors ouais, justement, il y a une définition dans votre livre, je vais vous laisser la commenter. ouais, ouais. Ça vient d'où ce terme poilu? Bah alors en fait, pour la grande majorité des gens, et c'est ce qu'on apprend aussi, et c'est un peu hallucinant à l'école, c'est Oui, que parce que les soldats français étaient dans les tranchées où évidemment ils avaient des conditions d'hygiène déplorables, ils se oui, laissaient aller et donc notamment ils se rasaient pas. En fait, ça c'est ce qu'on appelle une légende urbaine. voilà, En fait, de manière très simple, et vous allez comprendre pourquoi, à partir de début 1915, vous avez la guerre des gaz. Et donc, pour oui, répondre à ça, on met sur pied des premiers embryons de masques à gaz avec des tampons de coton, machin, etc. Mais enfin, très vite, on équipe les gens de masques à gaz un peu plus professionnels, et voilà. oui, Quand vous êtes sur la ligne de front, je ne parle pas des gens de l'arrière ou de deuxième ligne, etc. Quand vous êtes sur la ligne de front et qu'il y a un potentiel risque d'attaque au gaz et que vous êtes équipé de votre masque à gaz, oui, il y en a certains qui ont porté des masques à gaz qui nous écoutent s'ils savent ce que c'est. Si vous êtes oui, vraiment barbu, vous avez un petit problème, vous avez des défauts d'étanchéité. oui, voilà, Et le masque à gaz ne remplit pas complètement sa fonction. Donc, quand vous avez ce danger-là, et donc derrière, à la clé, c'est un péril de mort, je peux vous dire que les gars se rasent. Alors, en revanche, et il faut apporter une précision, la mode de l'époque, et on le voit sur les photos, c'est le oui, port de la moustache. Alors, le port de la oui, moustache n'empêche pas le port d'un masque à gaz. Mais il n'y a pas de vrai barbu sur une ligne de front. Quand vous êtes au front, vous vous rasez. Et même s'il n'y a pas d'eau, vous vous débrouillez, vous trouvez de moyens de vous raser. Voilà. Donc en fait, un voilà, oui, poilu, et alors d'où vient ce terme, parce que c'est la fin de l'explication, c'est oui, qu'un poilu, c'est un type qui a des poils aux bons endroits. Je vous fais pas de dessin. C'est un type. Non, mais c'est exactement ça. C'est oui, quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de valeureux. Et ce n'est voilà, pas du tout ce qu'on véhicule communément que quelqu'un qui se néglige. Ce n'est pas ça. Un poilu, c'est un homme, un vrai, un courageux. Et donc le voilà, poilu, c'est pas quelque chose c'est pas un terme dévalorisant, c'est bien un terme valorisant. Et cette voilà, nuance, elle est vachement importante. Voilà. voilà, Vous avez voilà, l'explication. très bien, très bien. Alors justement, Grégoire, vous parliez des tranchées tout à l'heure. Les tranchées, c'est quelque chose dans laquelle vivent ces gars-là, que ce soit du côté Bah, des deux français, côtés, ouais, des deux ouais. côtés, du côté Mhm, allemand. mhm. Les caractéristiques d'une tranchée, moi j'étais effaré. Enfin, c'est creusé en zigzag. Oui, Les, oui. Ça, c'est pour éviter au moment où il y a des bombardements, c'est pour éviter justement, pour éviter que les éclats d'obus sur une ligne droite, bah, ça se propage plus facilement que ouais, quand c'est fait en zigzag. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, il n'y a pas que le front franco-allemand, hein, puisque non, non, bien la sûr. guerre, elle s'internationalise, mais déjà, une première donnée, c'est que, alors, le théâtre d'opération le plus important de la Grande Guerre, c'est bien le front franco-allemand. Il faut Oui, savoir qu'il y a entre 700 et 750 kilomètres, c'est une estimation, oui, de tranchées qui partent en fait des plages de la mer du Nord et qui vont jusqu'à la frontière suisse. Donc c'est vraiment le théâtre le théâtre d'opération le plus important du conflit. Voilà. voilà, Donc voilà. une tranchée en général, hein, pour essayer de répondre à votre question, c'est une profondeur environ de 2 mètres, 2 mètres 50, ça dépend, hein, voilà. Oui, Et effectivement, elle est creusée en zigzag pour éviter les tirs ou les éclats d'obus, enfin des tirs en enfilade ou des éclats d'obus, voilà. oui, Et en général, elles sont faites de 3 lignes qui sont chacune protégées par des réseaux de barbelés. Voilà. voilà. Très bien. Alors, évidemment, et heureusement,
il y a des périodes d'accalmie. Les bombardements ne sont pas Tout le temps, non? H24 tout le Mhm, temps. mhm. Donc pendant les périodes d'accalmie, dans ces tranchées, eh bien, les gars effectuent a priori donc des corvées de ravitaillement, entre autres. Bah, il y a Euh, plein de choses en fait. Il y a plein Oui, de choses. effectivement. Les combats, c'est pas la grande majorité de la journée. Hein. Il y a Oui, des journées et des journées, il ne se passe rien. Il y a des grandes offensives à certains moments, on les connaît, le chemin des dames, les offensives sur la Somme, etc. Mais sinon, la grande majorité du temps, il faut tuer le temps entre guillemets. oui, Donc, d'abord, évidemment, on travaille à consolider les protections, les tranchées, améliorer ce qu'on appelle la cagna, qui sont les abris où les soldats sont. Donc voilà. ça, c'est très important. Donc c'est l'activité première, c'est qu'on renforce les défenses en permanence, on Oui, optimise, on améliore les choses. Et puis après, comme il faut s'occuper, on fait plein d'autres choses. Alors il y a une occupation qui est majeure, et ça, c'est une anecdote qui dit bien le quotidien du poilu, c'est qu'en fait on fait ce qu'on appelle la chasse au toto. oui, La tranchée, il n'y a pas d'hygiène dans une tranchée où c'est vraiment le minimum. Donc en fait, c'est infesté de poux, en fait, les totaux, voilà. Oui, infesté de poux, de rats. oui, Alors on fait aussi la chasse aux rats. Il faut savoir qu'à un moment, l'intendance française récompense de 5 centimes, je crois, chaque queue de rat ramené, parce que les tranchées sont infestées de rats. Elles sont les infestées fameux de rats Gaspard. ou des Gaspards, Oui, effectivement, et qui viennent essayer de piquer la nourriture des soldats, mais qui viennent aussi bouffer les cadavres dans le No Man's Land, parce que c'est ça, en fait, oui, la réalité horrible, parce que c'est des choses comme ça. Donc, les rats, les poux, l'été, avec la chaleur, vous avez des mouches, oui. voilà. Et puis sinon, le poilu, et là c'est un lien très important, parce que il faut savoir que les premiers mois de la guerre, il n'y a aucune permission. Ah oui, Donc quand vous êtes mobilisé, que vous quittez femme et enfants, c'est quand même pas évident. Donc il y a tous les jours, en fait, les poilus écrivent, oui, ou ceux qui ne savent pas écrire font écrire pour donner des nouvelles. Et c'est le seul lien avec l'arrière et avec leur famille, c'est écrire. Donc j'ai mis le chiffre dans le livre, j'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre, oui, on a estimé. Alors il y a une franchise postale. Hein. Il est bien évident que les soldats ne payent pas de timbre. C'est le seul lien qu'ils peuvent avoir avec leur famille, donc ils ne payent pas. Mais donc ils passent leur temps effectivement à écrire. oui, Voilà. Et puis après, il y a autre chose qui se développe et qui devient même un business et une industrie. C'est ce qu'on appelle l'artisanat des tranchées. oui, oui, Vu, et beaucoup de gens ont vu dans les brocantes, les vides-greniers, etc., des douilles d'obus travaillées avec des mots dessus, des espèces de sculptures à base d'obus. Donc on passe son temps aussi, ceux qui sont un peu plus habiles de leurs doigts, à faire des bagues, à faire des petites miniatures, en récupérant de tous les résidus qu'ils peuvent ramasser sur champ de bataille. Donc principalement des étuis d'obus, des douilles d'obus. oui, Voilà, donc on en a encore tous les jours qu'on voit effectivement dans les brocantes circuler, qui sont des c'est vrai. totems que Oui, les soldats ont fait. Voilà. Il y a un vrai business qui se développe là-dessus, il faut le savoir. C'est qu'il y a oui, des ateliers qui se montent un peu en arrière du front, et parce que c'est des souvenirs effectivement qui sont vendus, et le poilu améliore son ordinaire parce que derrière il y a un marché qui se développe avec des acheteurs, des grossistes qui récupèrent ça, qui vont revendre ça en arrière du front, des lignes, voilà. oui. Il y a C'est ça le toute une. lien du poilu. Donc, juste pour résumer, la grande Oui, majorité du temps, c'est pas, on ne combat pas forcément sur une journée ou sur un mois. Il va y avoir quelques échanges comme ça, hormis les grandes offensives, mais sinon il faut s'occuper, voilà. Et donc, oui, comme on peut, voilà. voilà, oui, oui. Évidemment, évidemment, il faut bien qu'ils. Heureusement, ils ne se battent pas 24 heures sur 24. Non, non. Euh, le- L'origine sociale des poilus, près de 4 millions, La ça peut. moitié il faut savoir que, alors pour resituer un peu les choses, en 1914, la population française, c'est 40 millions. Oui, Entre 14 et 18, 1914-1918, environ 8 millions d'hommes, 8 millions d'hommes sur 40 millions sont mobilisés. Et sur ces 8 millions d'hommes, on estime que la moitié, ce sont en fait des paysans, des agriculteurs. Voilà. oui, C'est un des éléments d'explication aussi du fait que l'armée française est tenue moralement et physiquement dans les tranchées pendant 4 ans, parce que quand vous venez de la terre, quand vous êtes un terrien, vous vivez oui, au grand air toute la journée, et que vous êtes projeté effectivement dans une tranchée, je ne veux pas dire qu'on est habitué à ça, parce qu'on n'est jamais habitué à ça, mais vous vivez au grand air. Donc voilà. En revanche,
entre guillemets, les gens des villes avaient plus de mal à tenir, parce que quand vous avez une vie urbaine, citadine, et qu'on vous projette dehors au plein air, c'est pas évident. Il y a des gens connus, des personnalités connues qui sont allés un peu au front. Il y en a un qui est Jean Cocteau, bon, qui est pas évidemment, comment dire, qui a pas vraiment un profil de Rambo, qui est un artiste. Bon, il a été au front quelque temps, mais il a été retiré très vite du front, parce que le gars, il est épais comme un bâton d'allumette, que bon, bah voilà, et parce que c'est un citadin. Et en fait, beaucoup de gens qui vivent dans les villes souffrent bien plus dans les tranchées que des gens qui ont passé leur temps dehors, quoi. Voilà. Ouais, tout simplement, tout simplement. C'est vrai que la France à cette époque était essentiellement. Ben, la grande majorité, c'est un pays d'agriculteurs, de paysans. Voilà, c'est ça l'explication. Alors, moi, j'avais lu quelque chose de très très intéressant sur tous ces poilus, donc on va reprendre ce terme poilu, qui venaient d'horizons bien sûr complètement différents, de régions françaises complètement différentes, et a priori, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, il y avait parfois des problèmes de langue. Oui, bien sûr. Parce que chacun parlait un petit peu le patois. Le patois local. Local, et bon, donc il y avait des soucis à ce niveau-là. Ce que j'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a encore des gens qui sont illettrés. Hein. Oui. Donc voilà, et effectivement, vous avez des gens qui viennent de certaines provinces un peu reculées où ils ne parlent pas ou très peu le français. Le niveau d'éducation n'est pas le même. On s'arrête au certificat d'études. Voilà, donc certains ne vont pas ou sont allés très peu à l'école, donc ils ont très peu bénéficié de l'enseignement du français. Et puis leur quotidien, c'est de parler patois. Donc effectivement, ils sont projetés hors de leur lieu habituel de vie, d'habitation. Un gars qui vient, je sais pas, du Béarn ou du Lot, ou même des Bretons, qui n'ont l'habitude que de parler leur patois. Effectivement, ils sont projetés et avec des difficultés un peu pour communiquer parce qu'ils parlent mal le français. Voilà, bien sûr, tout à fait. Et la communication ne devait pas toujours être très évidente entre tous ces garçons. La nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, on a eu la chance, il y a peu de temps, d'avoir justement Polo, le poilu, qui est intervenu sur WRS Radio. Plus de 40 000 corps à Notre-Dame de Lorette. Ça doit être quelque chose de... Alors, je n'ai pas été à Notre-Dame-des-Lorette, je ne connais pas ce site-là, j'en connais pas mal, mais pas celui-là, j'ai pas encore été. Oui, je crois que c'est la plus grande nécropole en France de la guerre de 14. Hein, donc, oui, c'est impressionnant, forcément, c'est un peu comme les cimetières américains en Normandie, à Omaha Beach, là, Omaha Beach, à Colville. Bien sûr, oui, c'est impressionnant. Quand vous allez à Douaumont avec l'ossuaire, quand vous sortez de l'ossuaire, vous avez une espèce de pente descendante où ce ne sont que des croix aussi, des corps qu'on a pu retrouver des combats de Verdun. Voilà, donc oui, c'est des... Bon, évidemment, nous, le sol français est tapissé de nécropoles, de cimetières militaires plus ou moins importants, français, anglo-saxons, enfin britanniques, membres du Commonwealth, américains. Vous en avez partout, évidemment, dans ces régions du Nord et de l'Est, puisque c'est elles qui ont payé le plus lourd tribut à la guerre de 14. Donc on est... voilà. Il y a autre petit élément, il y a environ, je le mets dans le livre, de mémoire, mais je crois qu'on est 36 000, à peu près 36 000 communes en France, il y a environ 30 000 monuments aux morts. Oui. Hein, ça veut dire qu'on peut dire que pas loin d'un monument aux morts par commune. Donc commune, ça peut être une toute petite entité comme c'est une grande ville. Donc tout le monde connaît évidemment les monuments aux morts et il y a des monuments aux morts partout, quoi. Donc c'est encore une fois la guerre de 14, c'est 1 400 000 morts, quoi. C'est la pire saignée qu'ait connue la France et l'armée française de toute son histoire. Hein. Voilà. Exactement. Et tous les Français de l'époque, évidemment, il y a 100 ans, les Français de maintenant, enfin, tous et toutes, nous avons forcément un aïeul dont le nom figure sur un de ces monuments aux morts. Absolument. Voilà, oui, 30 000 monuments, c'est-à-dire quasiment un par commune. Voilà, quasiment un par commune. On a tous. Moi, j'ai connu mon grand-père, j'ai la chance de connaître mon grand-père.
Ils étaient deux frères, donc j'avais un grand-oncle que j'ai quasiment pas connu, et voilà. Son frère était né en 1898, Oui. donc mobilisé en 16 à 18 ans, et lui, mon grand-père, était né en 1900, 2 ans après. Il a été mobilisé en novembre 18, la guerre s'est arrêtée, donc il n'a pas fait la guerre, et son frère, qui avait 2 ans de plus, a fait la Première Guerre mondiale, Oui. et il a fait la seconde. Et mon grand-père me disait, je me souviens toujours de ça, il me disait, tu comprends, moi j'étais 2 ans, à peine 2 ans plus jeune que mon frère, lui a fait les 2 guerres, et moi, en 18, j'ai fait ma visite médicale de la corporation en novembre 18, ça s'est arrêté à ce moment-là, j'y ai échappé, et en 39, il avait déjà 5 enfants, donc il a été mobilisé, mais pas au front. Et il me dit, moi, il disait ça un peu en rigolant, il me dit, tu comprends, moi j'ai échappé aux 2 guerres, quoi. Alors que toute ma génération a fait une, si ce n'est des 2 guerres. Voilà. C'est vrai J'ai qu'il y a dédié eu... ce petit bouquin, ce petit livre, d'ailleurs, à mon grand-oncle. Oui, tout à fait. Voilà, André Tonat, qui est soldat des 2 guerres. Et il faut le rappeler aussi que la préface de ce petit livre, de ce petit quiz, est de Jean-Jacques Becker, professeur émérite à l'Université Paradis Nanterre, président d'honneur du Centre de recherche de l'historial de la Grande Guerre. Voilà, à Péronne. À Péronne, voilà. Qui est un super musée que j'incite les gens à aller voir, parce que il y a celui-là et il y a Meaux aussi, mais historiquement, l'historial de Péronne a plus de 20 ans, et c'est lui qui a révolutionné un peu la muséographie sur la Grande Guerre. Voilà. Oui. Alors, avant de terminer, Grégoire, il y a quelque chose qui m'a, je veux dire, presque fait rire, parce que c'est les plus gros bobards relayés par la presse française de l'époque. Ah bah ouais. Alors là, on est dans le... Ouais, c'est tout à fait authentique, hein. C'est tout à fait authentique. Oui, les balles allemandes ne tuent pas, les éclats d'obus sont indolores, les éclats d'obus allemands sont indolores, mais ça, ce sont des informations colportées par des journaux de l'époque, très connus, hein, certains existent toujours. Il y a toujours le Figaro, mais il n'y a pas que le Figaro, il y a d'autres journaux qui ont disparu, mais oui, bien sûr. Voilà, mais enfin, vous savez, en remontant à moins loin que ça, alors, voilà, les médias sont contrôlés, il y a une censure, on peut le comprendre aussi. Maintenant, on lit ça avec le recul en se disant c'est ahurissant, mais quand on parle de la première guerre du Golfe en 91, où on parlait de frappe chirurgicale, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon, alors je vais pas défendre les Irakiens et Saddam Hussein de l'époque, mais on estime environ qu'il y a eu 100 000 morts côté armée irakienne. Alors je sais pas si on appelle ça une frappe chirurgicale, mais voilà, et c'est normal aussi, quand vous êtes dans une logique de guerre, il faut contrôler l'information, voilà. Bon, ça servait, alors ça peut paraître rigolard, etc. Dire qu'une balle tue pas parce qu'elle est de tellement mauvaise qualité que les Allemands, voilà. Alors quand on sait le poids de l'industrie allemande, si vous voulez, voilà. Donc oui, il y avait des choses comme ça ahurissantes qui sortaient dans les médias, voilà. Pour contrer ça, il y a un journal qui s'est pour contrer ce qu'on appelait le bourrage de crâne de l'époque, il y a un journal qui existe toujours et qui s'est créé à ce moment-là, justement pour aller à l'encontre de ce genre de nouvelles totalement délirantes, qui s'appelle le Canard enchaîné. Voilà, tout à fait. Le Canard enchaîné a été créé durant la Grande Guerre, se voulant un journal libre et indépendant, sans publicité, etc., ce qui est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, pour contrer ce bourrage de crâne-là et arrêter de raconter des salades aux gens. Donc voilà. Oui, il y a une anecdote là. Donc, les Allemands transforment les cadavres en savon. Oui. Voilà, c'était. Oui, alors ça, c'était en avance de 20 ans par rapport à ce qu'ont fait les nazis dans les camps de concentration. Mais non, l'armée allemande en 14, même si elle a commis des exactions comme toutes les armées en campagne d'ailleurs, il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des exécutions de civils, c'est indéniable, notamment en Belgique. Voilà, mais non, il n'y avait pas de ça. C'est des délires en fait. Voilà. C'est des délires qu'on retrouve, mais à toutes les guerres aussi. Je peux raconter un souvenir perso, c'est que moi j'ai un papa qui a fait l'Exode. Il était enfant à cette époque-là. Il me racontait toujours que sur les routes de l'Exode, il avait été bombardé et mitraillé par l'aviation italienne.
Bon, il habitait à côté de Paris, il partait dans le sud et tout. Bon, sauf que ça, ce sont aussi des légendes urbaines colportées à l'époque, donc sévèrement ancrées dans la tête des gens. Sauf que matériellement, c'est juste impossible pour une raison très simple, c'est que l'autonomie de vol d'un avion, d'un chasseur ou un bombardier italien de 1940 ne lui permettait pas de partir de ses bases en Italie, puisqu'évidemment il n'y a pas de base en France, d'aller bombarder au centre de la France des populations civiles et de faire l'aller et le retour. Non. C'est faux. Et de revenir tranquille. Voilà. Donc c'est faux. Alors, ça ne l'excuse pas pour autant, parce que c'est plutôt des avions allemands, mais cette idée des Italiens qui bombardaient les colonnes de réfugiés français est fausse. Voilà. En revanche, c'est bien une stratégie délibérée de l'aviation allemande. Mais c'était nos ennemis de l'époque. Mais c'est encore une fois, c'est des choses qui restent comme ça, qui sont ancrées à l'époque et qui restent dures comme fer dans l'esprit de certaines personnes d'aujourd'hui. Voilà, mais ce n'est pas vrai. Oui, complètement. Voilà. Non. Donc je rappelle le titre de votre livre, Le Petit Quiz de la Grande Guerre. Un petit livre vraiment très très bien fait que je recommande. Aux éditions Pierre de Taillac. Le format est très pratique, on peut franchement le ranger quelque part, on peut se balader avec, à lire dans le métro, dans le bus. Son prix, on peut le dire. Oui, 4,90 €. Oui, on a essayé de rendre le livre le plus abordable possible. Moi, j'ai des enfants de classe de CM2 qui lisent ce livre-là. On a aussi des passionnés d'histoire, ça se lit en famille. Ce côté ludique, je le mets entre guillemets, permet de toucher des gens de tous les âges. Voilà, c'est ça la force. Voilà, c'est un ouvrage qui est accessible absolument à tous et à toutes. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà, aux éditions Pierre de Taillac, Grégoire Tonat de la Grande Guerre, Petit Quiz, de la Grande Guerre. C'en est un parmi 3 que vous avez fait. On en parlera une prochaine fois si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Sur WRS Radio, on a une tradition. On demande à tous nos intervenants s'ils veulent envoyer un message en direction de nos gars, nos filles déployés en OPEX, au PINT, sur l'opération Sentinelle, ou tout simplement ceux qui ne sont pas déployés, qui sont, j'allais dire, tranquillement, entre guillemets, en casernement. Et ben voilà, donc moi je voulais leur dire un grand bonjour et un amical soutien, parce que je connais un tout petit peu le rôle de l'armée française, et notamment sur les OPEX, et la manière dont ils bossent, et c'est quand même assez extraordinaire quand on sait les moyens qu'ils ont. Donc un grand et bonjour, un grand bonjour à tous qui nous écoutent. Voilà. Et bravo. Merci Grégoire, merci pour eux. Je rappelle donc le petit quiz de la Grande Guerre de Grégoire Tonat aux éditions Pierre de Taillac, 4,90 €. On peut le trouver partout, je suppose. Oui, dans toutes les bonnes librairies, sur les sites et lieux de mémoire. Et puis sinon, si vous n'avez pas une librairie à côté de chez vous, sur Amazon, Cultura, Fnac.com. Voilà. Je l'ai lu. C'est vraiment quelque chose. Pourtant, moi-même, je suis amateur d'histoire, très très amateur même. Et j'ai appris des choses. Ça se lit très facilement. Voilà. Je le recommande personnellement. Merci Grégoire, vous ne quittez pas s'il vous plaît, on reste en ligne. Merci Grégoire. Merci.